Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Bonjour à tous et toutes. C'est le premier live de l'année 2026. On est ravis d'être là avec David et Morgane. Bonjour messieurs. Salut Xavier, bonjour à tous. Salut. David, tu es fondateur de l'agence WAM. Morgane, tu diriges l'agence de Mulhouse, parce qu'on a deux bureaux, un à Lyon et un à Mulhouse. Ce matin, avec vous, on va parler de search, de géo, de stratégie 2026. Moi, je suis Xavier Favaret, je m'occupe de la partie marketing acquisition chez l'agence WAM. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, parce que c'est 11 heures pile. On va attendre que les retardataires, entre guillemets, arrivent. En attendant, n'hésitez pas, vous connaissez sûrement le format, n'hésitez pas à nous laisser un avis quand ce webinaire sera terminé. Posez vos questions, on y répondra, on prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. On lancera quelques sondages aussi. Et puis, le replay sera disponible ensuite pour ceux qui ont envie de le re-regarder. On fera aussi un article récapitulatif. On n'enverra pas la présentation, mais on fera un article assez dense pour que que vous retrouviez toutes les informations de ce webinaire. Bonjour à tous. Nous, on est à Lyon. En attendant que les gens arrivent, dites-nous d'où est-ce que vous êtes? C'est toujours bien de savoir d'où les gens se connectent. Morgane, toi, tu es à Mulhouse. Ouais. Nous, avec David, on est à Lyon. Exactement. Vous avez la Lille. Et peut-être en attendant, bonjour Toulouse. Je suis toulousain, donc ravi d'avoir des gens de Toulouse, Paris, Lille. Peut-être David, on peut lancer le premier sondage en Allez, attendant. super, c'est parti. Première question, puisqu'on va quand même parler d'un sujet d'IA Search, de GEO. On en entend parler beaucoup depuis un an et demi. 2026, pour vous, c'est quoi? Est-ce que ce sujet, un sujet prioritaire? Est-ce que c'est un sujet majeur, mais qui est encore un peu flou? Est-ce que c'est une opportunité aussi pour devancer la concurrence? Est-ce que c'est plutôt, entre guillemets, un buzz à décoder qui doit encore prouver son ROI? Je vais lancer le sondage juste à droite, là, sur votre colonne de chat. Donc, vous pouvez y répondre pendant quelques minutes. On attend vos réponses et puis après, quand j'aurai les résultats, je vous en prépare. Voilà. Écoutez, on peut mettre le sommaire en attendant. On va avoir un sujet assez dense aujourd'hui. On va avoir 7 points, le point de bascule, de la destination à la source, rendre votre site interrogeable, parce que c'est aussi la question, c'est comment aujourd'hui, à quoi sert le site, le site internet de votre marque. Il a un point, c'est important aujourd'hui de travailler votre site, encore une fois. Miser sur l'authenticité, on va parler aussi des enjeux paid media, publicité payante. On va aussi parler de décloisonnement, très important comme sujet. Et puis après, la mesure, comment on mesure tout ça. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? J'espère que oui. Beaucoup de réponses B, A. Bonjour Bordeaux, on a des gens de Bruxelles. David, je pense on peut y aller. 11h03. Super, allez, c'est parti, merci et pour cette introduction Xavier. Bonjour à tous, bienvenue. Le point de bascule, eh bien, vous connaissez désormais la chanson, donc on va situer et donner quelques chiffres pour l'adoption, mais bien sûr, la façon dont vos futurs clients vous trouvent en ligne, eh bien, est en train de changer et même a changé selon les secteurs et selon les pays. Vous connaissez ce chiffre très certainement, mais celui qui a tiré le premier dans l'IA générative, c'est ChatGPT, et il s'est hissé à une vitesse record eh bien, dans les 5 sites les plus visités au monde. Ça veut dire qu'il s'est immiscé dans notre quotidien à tous, et c'est pareil pour la France, où l'IA générative est utilisée par 4 Français sur 10, et c'est Médiamétrie qui nous donnait ce chiffre en septembre dernier. L'attention des utilisateurs, si vous êtes marketeur, on peut la découper de la façon suivante. Elle se répartit désormais entre 3 activités dominantes. Loin devant, il y a toujours les moteurs de recherche, parce que Google a 83 milliards de visites mensuelles, ce qui est monstrueux. Vous avez ensuite YouTube, Facebook et Instagram, les réseaux sociaux visuels, vidéo qui dominent. Et l'IA générative qui s'est déjà immiscée à cet endroit-là, donc très haut dans le top 5 des utilisations.
Voilà, c'est là-dessus que votre attention à vous, en tant que marketeur, doit se tourner. En réalité, ChatGPT et Google cohabitent parce qu'on a souvent résumé l'arrivée de l'IA à une opposition entre Google et ChatGPT, mais dans les faits, c'est une erreur parce que Google et ChatGPT cohabitent. Ça veut dire concrètement que 95% des utilisateurs de ChatGPT ou de Perplexity continuent d'utiliser Google. C'est un usage qui est totalement complémentaire et parallèle. D'ailleurs, si on regarde de plus près les chiffres d'utilisation de ces nouveaux assistants, en fait, Google a quasiment rattrapé son retard face à ChatGPT, hein. C'est les derniers chiffres que je suis allé collecter et on suffisait d'écouter les résultats financiers de Google en fin d'année par la voix de son PDG, Sundar Pichai, avec 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Gemini 3. Ces derniers mois, la croissance de ChatGPT, elle s'est ralentie. Celle de Gemini, elle continue sa remontée sous l'impulsion de Nano Banana, l'outil de génération d'images, mais aussi de ses avancées technologiques plus larges, hein. Là, on vient d'entendre le 3.1, raisonnement avancé. À noter que Gemini sera le socle IA de l'assistant de Apple sur iOS cette année, donc ça va encore mettre une impulsion. Donc, et ça, c'est matérialisé par un contrat pluriannuel. Et enfin, c'est là le message principal de cette slide, c'est que Google domine déjà les débats de l'IA générative en réalité, puisque Google iOverview et iMode sont désormais exposés à 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Et la France, évidemment, ne saurait tarder. Donc aujourd'hui, l'attention, elle se concentre à nouveau, j'ai envie de dire, sur Google, bien sûr en complément sur ChatGPT, mais au-delà, c'est à voir. J'ai envie de vous parler de la destination à la source parce que c'est ça qui se joue et c'est ce pivot-là qui est en train de se jouer. Et c'est ça la nouveauté avec l'arrivée de l'IA générative. Concrètement, pendant plus de 20 ans, le deal entre Google et les annonceurs était le suivant. Tu nous fournis tes contenus, on te fournit des visites que tu convertis en chiffre d'affaires. Et dans ce jeu, l'objectif était d'être en tête des résultats. Vous connaissez la chanson, ça fait 20 ans qu'on fait du SEO, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais en fait, l'IA amène une rupture. Elle rompt ce contrat, parce qu'elle se nourrit de vos contenus, elle les synthétise, elle fournit la réponse aux utilisateurs, et ici, il n'est plus question de trafic. En fait, votre marque n'est plus la destination finale, mais une simple source. Pour l'utilisateur, ces IA génératives, c'est un super outil en réalité, parce que, et encore peu, Google communiquait sur cette statistique qui s'ouvre sous nos yeux en animation. Pour l'achat d'une simple brosse à dents, il faut jusqu'à 100 points de contact en passant par le moteur de recherche. C'est ce que Google appelait le messy middle et appelle toujours le messy middle. C'est-à-dire cette boucle infinie qui peut durer très longtemps entre la découverte du sujet et l'exploration des offres dans nos brosses à dents. Et dans ce schéma, l'utilisateur fait tout seul. Et ça peut durer vraiment des semaines, voire des mois. Et les biais cognitifs sont hyper nombreux, le parcours super sinueux. Mais la clé, c'était le trafic. Alors qu'en réalité, avec l'IA générative, et ça c'est une statistique qui vient de McKinsey, en fait, l'IA générative et ses énormes capacités de collecte d'informations et de synthèse, au niveau des étapes de haut de tunnel de conversion, eh bien en fait, elles sont toutes raccourcies. En fait, la réalité, c'est que tout se déroule désormais au sein d'une même conversation, sans que vous sortiez de l'écosystème de GPT ou de Gemini ou de Perplexity, jusqu'à obtenir votre réponse. Pour l'heure, ces outils surperforment clairement dans les étapes de découverte, d'analyse des offres et de prise de décision. Par contre, pour l'acte d'achat, il ne se fait pas encore au sein des assistants. C'est ce qu'on nous promet pour demain. Je n'ouvre pas la parenthèse parce que ce n'est pas une réalité 2026, mais c'est sûr que c'est ce qu'on nous prépare. En tout cas, c'est ce que nous promet OpenAI et Gemini. Mais pour l'heure, le parcours se finit encore le plus souvent dans Google par une recherche sur un produit ou une marque bien identifiée, mais identifiée dans ses premières étapes à travers l'IA générative. Et bien sûr, on va convertir encore sur le site de l'annonceur, pour le moment.
D'ailleurs, si on zoome sur le taux d'apparition des AI Overview, par exemple, dans le parcours d'achat, donc ça, c'est des statistiques tirées des études qui ont été faites sur les 200 pays où AI Overview ressort. En fait, là où AI Overview est le plus exposé, là où il rejoue le mieux son rôle, et ça nous est confirmé, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure sur la stat McKinsey, bien, c'est dans les étapes de tête du parcours d'achat. On se rend compte que ce sont les étapes informationnelles et de comparaison que ces réponses interviennent et risquent vraiment d'impacter négativement le taux de clic vers vos sites, vers les marques. C'est très peu le cas dans les étapes transactionnelles et de shopping pur, même si ça peut un petit peu aboutir à des baisses de trafic, mais ce n'est pas là qu'on voit le plus la secousse. En résumé de cette première partie, avec les IA génératives, on passe clairement d'une ère d'acquisition de trafic, et c'est ça qui secoue les CMO, à une ère de disponibilité mentale et d'influence, et c'est ça le GEO. En fait, la notion qui est la plus importante ici, c'est la notion qui est bien connue des marketeurs, la notion de science de marque. La science de marque, c'est quoi? C'est la capacité d'une marque à être remarquée ou à revenir à l'esprit d'un acheteur au moment précis d'une décision d'achat. Si je vous dis, je veux vider mon armoire, faire une affaire en revendant ce que j'ai dans mon armoire, le type de science, c'est la seconde main. Et en principe, vous pensez assez rapidement à Vinted. C'est ça la science de marque, c'est ça le tour de force marketing de Vinted. Et appliqué à l'IA générative, cette définition, elle évolue parce que finalement, l'IA, elle agit comme une extension de la mémoire du consommateur. L'objectif du GEO n'est plus de capturer un clic, mais de préempter une association cognitive dans la réponse fournie par la machine. Si je vous dis, par exemple, je recherche un CRM pour une PME, en principe, l'IA générative va remonter, si vous le testez dans le chat GPT en live, elle va remonter HubSpot en premier, parce qu'ils ont inondé les bases d'entraînement de l'IA pour devenir la référence éducative et pratique pour les PME, pour les marketeurs et les dirigeants de PME. En réalité, HubSpot, pour poursuivre sur cet exemple, est devenu la marque autoritaire sur ces thématiques. Et on peut le résumer ainsi, c'est le nouvel enjeu des marques. HubSpot incarne la marque autoritaire sur sa thématique. Et c'est bien ça l'enjeu pour vous, CMO, pour vos marques, c'est d'incarner la marque autoritaire à travers les 4 piliers de l'autorité digitale, l'expertise, la démontrer par vos contenus, la crédibilité, et celle-ci, elle ne se décrète pas, vous allez voir qu'elle se mérite, et que dans l'écosystème qui vous entoure, c'est elle-même qui domine. Elle est représentée beaucoup par les relations presse et l'influence, les réseaux sociaux. La confiance, c'est-à-dire la clé qui transforme l'intérêt en préférence durable, et ça, c'est matérialisé par les avis clients lors de l'expérience d'achat avec votre marque. Et enfin, la conversation, c'est-à-dire que votre marque doit prendre part et rester visible où vos cibles parlent de vous et parlent de vos thématiques sur les forums, sur les réseaux sociaux qui permettent d'en discuter. Voilà, c'est ça la Digital Brand Authority. Et pour passer la main à Morgane, avant de parler de ce qui se fait ailleurs, faut rendre votre site interrogeable et on a encore besoin d'un site web, je crois, Morgane. Oui, merci David. Vous m'entendez bien, c'est bon? Tout le monde, super. Écoutez, je vais aborder la partie plus technique des problématiques que vous pouvez rencontrer avec vos sites et l'indexation sur les agents LLM. Mais je risque de vous décevoir dans un premier temps, puisque techniquement, on a constaté que les fondamentaux du SEO sont simplement ceux du GIO. Très simplement, vous allez devoir vous concentrer sur l'accessibilité du site, sa rapidité et sa lisibilité. Si je devais résumer, comme David l'a dit tout à l'heure avec ChatGPT, on a vu que ChatGPT s'était inscrit dans le top 5 des sites les plus consultés en un temps record. Il n'y a pas de secret. C'est qu'il a besoin d'avoir accès à une information qui soit facilement indexable. Cette information facilement indexable, vous la retrouvez sur la partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est vos contenus texte, vos visuels, vos photos, vos vidéos. On y reviendra tout à l'heure. Pour que ça marche, il faut que vous ayez une poussée qui s'exerce via la partie immergée de l'iceberg. Donc, ça va être
les données structurées, qui sont qualifiées via des formats comme schema.org, des flux bien structurés. Si par exemple vous avez une boutique en ligne et que vous souhaitez pousser des produits directement dans les agents LLM, on verra aussi qu'on a une belle montée en puissance là-dessus. Et puis évidemment une organisation qui reste plutôt cohérente des contenus de votre site. C'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane, etc. S'assurer que finalement, comme pour les moteurs de recherche, les agents puissent facilement récupérer l'information et comprendre comment le site est structuré. C'est finalement tous ces éléments-là qui vont agir comme une poussée d'Archimède qui va vous permettre de faire remonter cette partie émergée de l'iceberg. Je vais passer à la suivante. Je voudrais revenir, je l'ai évoqué rapidement avant, schema.org. Je pense que vous pouvez vous concentrer sur les incontournables qui sont visibles sur cette slide, à savoir les données structurées qui vont permettre de qualifier ce qu'est un article, ce qu'il contient, quels en sont les auteurs et de quand ils datent. Vous avez aussi la partie FAQ pour avoir ce système de questions-réponses qui est très largement employé par les internautes dans les agents LLM. Le local business qui va permettre aux entreprises locales de qualifier qui elles sont, quel âge elles ont, quelle est leur activité principale et leur zone de chalandise. Vous avez également la partie organisation qui va qualifier plus précisément l'identité de l'entreprise. Le product, donc c'est pour toutes les fiches produits e-commerce que vous pouvez présenter avec donc le prix, le nom, la disponibilité, est-ce qu'elle est immédiate ou est-ce que c'est en précommande. Le how-to, qui est particulièrement adapté pour les tutoriels et les guides pratiques. Et enfin, le breadcrumb list, qui est rien d'autre que le fil d'Ariane, que vous pouvez voir apparaître dans l'illustration sur la droite. En fait, ces points-là, ils sont essentiels pour une raison simple, c'est que si vous ne les présentez pas, vous allez faire preuve d'approximation et c'est ça qui va générer des hallucinations au niveau des réponses des agents LLM. Concrètement, ça vous aura sûrement pas échappé, mais quand vous faites certaines requêtes, ils cherchent absolument à vous répondre. Et malheureusement, la réponse qui est distribuée par l'outil n'est pas forcément la bonne, voire est totalement fausse. Et c'est cette problématique d'hallucination qu'on veut éviter justement en structurant plus largement les données. Je peux passer à la slide. Donc, sur les performances de chargement, on entend souvent parler d'un temps de chargement serveur qui doit être très rapide. J'aurai un exemple dans la slide juste après. Notez simplement qu'aujourd'hui, on a 30% du trafic web mondial qui provient de bots. Donc, ça sursollicite les serveurs. Ça ne va pas simplifier non plus la fluidité de la navigation des internautes. Donc, vous allez devoir aussi muscler finalement la réponse technique de vos sites, pas uniquement au niveau de sa structuration, mais au niveau de son hébergement aussi. Une étude qui nous semblait aussi intéressante indiquait par exemple que 40% des internautes qui vont quitter un site, quittent un site si celui-ci va mettre plus de 3 secondes à charger. Donc c'est la somme de tous ces éléments-là qui vont faire que ça va vous rendre visible. Plus vous êtes lent, plus vous êtes invisible. Et passer un certain seuil, en fait, votre site est littéralement, il n'y a pas de souci, votre site est littéralement disqualifié. Puisqu'il se nourrit d'une information très souvent, ou en tout cas de plus en plus temps réel. Et à ce titre-là, il a besoin d'avoir l'information fraîche le plus rapidement possible. Un autre élément qui est important, qu'on nous a déjà, là aussi, rien de neuf sous le soleil, c'est quelque chose dont on parle en SEO depuis, je crois, de mémoire 2016-2017. Mais David, tu me corriges si c'est pas ça. Au moins, voilà. C'est l'importance de la santé technique du site. Donc ça, c'est un site qu'on a développé, qui a été mis en production en fin d'année dernière, qui est Total Wash Energy, qui a des fortes contraintes de performance, puisqu'on est sur à peu près, je crois, 1000 stations de lavage sur tout le secteur national, avec une utilisation régulière, un système d'abonnement, etc. Donc, une de leurs principales exigences, c'était d'avoir un site performant. Finalement, des outils comme PageSpeed, dont vous voyez l'illustration sur la slide, va vous permettre de voir si votre dette technique est acceptable. On l'entend souvent, la conjoncture économique actuelle fait qu'on a envie de finalement tirer un peu son site dans ces derniers retranchements. Mais le changement de paradigme qui est entraîné par les agents IA fait que ce serait peut-être intéressant de
de se pencher sur ses performances. Pour faire simple, posez-vous la question, finalement, si votre site charge instantanément, j'ai envie de dire que vous êtes sur la bonne voie. S'il met du temps à charger, c'est qu'il y a peut-être un sujet qu'il faudrait vous rapprocher de votre agence. Il y a aussi la question, évidemment, de l'expérience utilisateur. Alors, je vais la mettre en parallèle des agents LLM, puisqu'il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on a nos confrères outre-Atlantique qui ont identifié une perte de trafic sèche depuis la mise en place de l'e-overview de l'ordre de 20 à 30% de trafic organique. Et donc, il est important de trouver des moyens justement de mettre finalement votre site au service de la performance. Et c'est finalement un des aspects qui est fondamental, c'est l'UX, qui va permettre de mettre en œuvre, en tout cas d'améliorer significativement l'expérience utilisateur de l'internaute sur votre site, et on l'espère de développer davantage de demandes de devis, de mise en place d'abonnements, d'achats, etc. Donc, il est important que pour préparer l'arrivée finalement de l'internaute, il faut que vous puissiez tout au long de son parcours de réflexion soigner sa visite et évidemment encourager son retour. Au niveau de l'authenticité, on peut avancer, je pense. Il faut savoir que les LLM vont construire leurs réponses en glanant finalement un large spectre de contenu sur votre marque qui va être aussi bien sur le site qu'en dehors. Là, c'est pour David, tu peux prendre la main là-dessus, je pense. Absolument. Et le point de départ, ce sont bien sûr vos actifs de marque, ce qu'on appelle le owned media, c'est-à-dire que ce que vous maîtrisez, votre site web, le blog, si vous avez un forum aussi propre à votre marque, et vos comptes sociaux. Ça, vous le maîtrisez et c'est le point de départ. Mais les différentes études et nos différentes recherches et audits menés avec nos clients nous montrent que dans les réponses des LLM, le own media ne représente que 25 à 35% de la réponse. Ce qui va véritablement influencer la réponse des LLM, c'est ce qui se dit de votre marque en dehors de votre site. Le earned media, les médias, le bouche à oreille, le user-generated content, donc tout le contenu généré par l'utilisateur, le plus souvent sur des forums, les avis clients. Et ici, j'ai volontairement regroupé earned des social media. Certaines études les séparent. Moi, je les ai rassemblés simplement parce que c'est ce qui se dit de votre marque sans que vous n'ayez véritablement la maîtrise sur ces éléments. La proportion du earn, elle est vraiment dominante, de l'ordre de 60 à 80%. Ça dépend finalement le secteur, mais c'est vraiment un point important à avoir en tête. Et c'est ce qui change par rapport au SEO. C'est ce qui se dit de votre marque qui imprègne le plus les résultats des LLM. On peut peut-être faire un focus sur la partie on media. Absolument. On note qu'éditorialement, une fois de plus, comme en SEO, le a été finalement on va dire l'étoile polaire, la grande ours dans votre ciel, un petit peu obscurci actuellement, avec un quatuor incontournable qui est l'expertise, l'expérience, l'autorité, la fiabilité. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est de remettre au devant de la scène finalement les auteurs et les contributeurs principaux de votre boutique. Donc, ça passe par le fait d'inclure des citations de sources dans vos contenus, de mettre en avant les auteurs pour chaque article, de bien sourcer tous vos contenus pour leur donner une légitimité, renforcer la mention des sources que vous rendez indirectement, du coup, toujours plus légitime. Valoriser votre expertise avec des informations complémentaires que vous pouvez glaner à droite à gauche. Et puis, et ça, c'est un sujet qui est assez important, surtout quand on est dans une période propice au slop, donc cette propension à créer du contenu de manière automatique avec de l'IA, c'est de faire des contenus très, très qualitatifs que vous allez ensuite actualiser régulièrement. Donc, mettre à profit finalement l'ancienneté et la visibilité de vos articles les plus performants pour les rendre plus pérennes dans la durée. Là encore, on est sur un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus prédominant. Ensuite, sur la partie, toujours dans une logique plutôt de rappel des bonnes pratiques, il faut choisir les sujets qui vont répondre aux besoins réels et aux questions de vos cibles. Donc, finalement, vous allez adresser le bon message
aux bonnes personnes. Mais pour ça, il faut d'abord savoir qui sont ces bonnes personnes. Donc, la première étape à faire, c'est partie un peu des fondamentaux de la communication, mais qui s'applique très largement au marketing et au géo, c'est de finalement connaître vos personas pour répondre le plus précisément possible à leurs problématiques. Donc, ça passe aussi par une étude d'intention et des thématiques sur lesquelles vous allez devoir vous positionner. À partir de toutes ces données, vous allez pouvoir les challenger et finalement permettre d'avoir la meilleure réponse possible en passant, par exemple, si je dois compléter, j'ai oublié ces éléments-là, vous avez aussi le fait de récupérer des données au niveau des UGC, comme les User Generated Content, comme Reddit, pour ceux qui connaissent, ou plus basiquement sur les sites de SAV, les outils classiques SEO comme SEMrush ou la Google Search Console. Une fois qu'on a identifié et commencé à rétribuer, on peut en faire des contenus résolutifs qui vont permettre de répondre pleinement aux problématiques de vos internautes, de votre cible. Ça passe par une réorganisation des contenus de votre site par cluster prioritaire. Donc, c'est un terme, on peut éventuellement parler aussi de cluster sémantique ou cocon sémantique pour ceux qui ont déjà entendu ce terme. L'idée, c'est d'opter pour une stratégie de niche sémantique dans laquelle vous allez mettre en place un système de 3 à 5 clusters d'intention prioritaire par client. Et pour chaque cluster, l'idée, ça va être de produire du contenu. Ensuite, chaque contenu doit être aligné selon un scénario d'usage avec le bon format. Donc, n'hésitez pas à explorer tous les formats. Ça peut être des formats courts, longs, très approfondis. Je prends l'exemple des guides d'achat ou des comparatifs. Et comme d'habitude, l'idée, c'est de produire un contenu qui soit totalement résolutif, c'est-à-dire qui répond très clairement aux problématiques des internautes. Avec, par exemple, la meilleure façon de démarrer, ça va être d'inclure des phrases du type « idéal pour », utilisé dans le cadre de « qui permet de répondre à ». En fait, on entend trop souvent nos clients dire, donc je parle des clients agences, dire « mais finalement, à quoi ça sert qu'on écrive quelque chose puisque personne ne lit nos contenus ?» En fait, ce n'est pas une fatalité, c'est à vous de rendre vos contenus intéressants. Et c'est justement toute la force du contenu résolutif, qui est avant tout orienté problématique et qui, on l'espère, peut être ensuite à forte valeur ajoutée pour le visiteur. Morgane, on a fait un webinaire en fin d'année sur le sujet de la stratégie édito. D'ailleurs, je l'ai partagé là dans le chat. Tu as parlé de Reddit tout à l'heure. J'avais une question, parce qu'on entend beaucoup de baromètres qui sortent, qui nous disent que Reddit, c'est le passage incontournable dans les LLM, etc., etc. Enfin, c'est quoi votre point de vue sur ce sujet-là? Parce que moi, personnellement, Reddit, je le vois pas, moi, sur mes sujets. Quand je cherche un peu les sujets, la visibilité de l'agence WAM sur ChatGPT et consorts. Enfin, c'est quoi votre avis sur Reddit? Je peux en témoigner un peu sur si je prends en exemple les audits que l'on fait pour nos clients. Par exemple, dans le domaine de la santé, j'aborderai d'ailleurs des sujets tout à l'heure. Clairement, l'UGC, on ne le voit pas, le social non plus, et alors le Reddit, carrément pas. En France, en tout cas, sur les sujets que moi j'ai vus. La seule fois où on l'a vu apparaître, c'est dans le jeu vidéo, où effectivement, là, il pouvait y avoir des foyers de discussion sur tel jeu vidéo. Ça faisait partie des éléments, enfin des plateformes qui étaient utilisées, mais pas forcément la première dans le jeu vidéo. Donc, il y en a d'autres. Donc oui, effectivement, on le voit souvent en tête des études américaines un peu macro, mais la réalité du terrain, c'est que Reddit, on le voit assez peu. Finalement, c'est lors d'un audit personnalisé qu'on voit vraiment, qu'on peut faire le tri avec ce qu'on nous présente comme stat macro, quoi. Voilà. Merci David. Une slide qui va un petit peu récapituler les bonnes pratiques finalement pour vous assurer que vous serez le plus visible possible. La première chose, c'est d'adapter la cible du raisonnement. Donc toujours produire ou employer une sémantique qui reste claire et éviter toutes les problématiques de duplication. Refléter les intentions courantes de l'utilisateur. Donc c'est sans cesse évaluer, comparer, explorer, définir les contraintes. Il faut aussi être digne de citation, donc vous assurer que finalement ce que vous allez proposer est d'une certaine manière unique
uniquement son genre, qu'on a envie de réemployer et faire de vous, finalement, peut-être la future source incontournable dans votre secteur d'activité. Et ensuite, je l'ai évoqué avant sur l'aspect technique, il faut que ces données restent faciles à extraire, que tous les blocs de contenu que vous allez proposer sur votre site et en dehors soient faciles à scanner, à récupérer par les agents IA. Je me permets d'intervenir, Morgane, mais je suis content que tu rappelles ces éléments qui paraissent sur le papier assez simples, mais si on prend 2 secondes pour y réfléchir, c'est difficile d'avoir le quatuor systématiquement sur les contenus de son site. En fait, le message ici, c'est plutôt d'écrire moins, mais écrire mieux, être digne de citation, avoir les bonnes données exclusives, etc. Ce n'est pas si facile à trouver, et c'est vraiment ça qui est demandé. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a un phénomène d'infobésité, tu parlais de slope. C'est vraiment le défaut et justement, il n'a jamais été aussi facile de créer du contenu. Mais la réalité, c'est qu'il faut créer un contenu à très haute valeur ajoutée et c'est difficile d'obtenir ce quatuor. Encore une fois, ça paraît simple, mais si on y réfléchit, c'est pas simple du tout. Je te propose de rajouter une couche avec la slide suivante. Ouais, exactement. La vidéo, là aussi, c'est pas nouveau, hein, mais c'est obligatoire. Pour le coup, si je rebondis sur la question de Xavier tout à l'heure, ce que l'on remarque dans nos audits, alors encore une fois, pas dans des domaines sensibles. Vous connaissez peut-être cet acronyme Your Money, Your Life de Google. Donc tout ce qui est proche de l'utilisateur, sensible pour l'utilisateur, la santé, la finance. On ne voit pas trop de vidéos sur le géo. En revanche, dès qu'on est sur du tuto, dans la jardinerie, dans la maison, le vêtement, la mode, là, par contre, ça pullule. Et YouTube est alors, en tête pour le SEO, je ne vous apprends rien, mais pour le géo, c'est pareil. Pour Gemini, évidemment, puisque c'est l'environnement Google. Pour GPT aussi, pour Perplexity aussi. En fait, la vidéo n'est même plus négociable. Il faut qu'elle fasse partie du mix de contenu. Et ça rentre dans le quatuor que nous donnait Morgane. Voilà, et bien sûr, c'est YouTube parce que c'est la plateforme qui est la plus développée. On a mis d'autres éléments à l'intérieur, on vous laissera lire, vous aurez la presse, ou en tout cas, on pourra y revenir plus exactement sur un article. Mais la Gen Z l'utilise à fond. Il y a des techniques pour extraire le contenu et le transcrire pour que ce soit pris en compte par les LLM. Et puis après, sur les formats, il faut utiliser et usiter ceux qui sont les plus demandés, hein, les short dramas, les verticales. Et puis voilà, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais c'est très peu utilisé, soit parce qu'on ne s'en donne pas le temps, soit parce qu'on pense qu'on n'a pas le budget. Sauf que là, pour sortir du lot, on n'a plus le choix. Et c'est vraiment mis en avant et ça fait vraiment la différence. Le dernier point, c'est le local. Mais là, je te repasse la main. Je crois que tu voulais reprendre la main. Ouais, alors, c'est un peu moins technique, mais c'est tout aussi sensible et stratégique. C'est que vous avez normalement tous une fiche Google My Business, donc le Google Business Profile, et on vous la partagera aussi. Hein, mais on a un outil une étude, pardon, je crois, c'est Whitespark, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Où il y a un système de scoring qui vous permet de savoir finalement quels sont les critères les plus importants pour vous assurer d'une visibilité la plus performante ou la plus importante possible avec votre fiche. Il y en a certains à titre personnel qui ne me plaisent pas trop parce que c'est un peu, ça risque d'être un petit peu la foire si vous me pardonnez l'expression, notamment sur la troisième. Si on s'arrête sur les 3 premiers en partant de la troisième, les mots-clés dans le titre de votre fiche, en fait, c'est certainement performant, sauf que ça va contre les règles d'utilisation de l'outil de Google. Donc déjà, là-dessus, on a un problème. Ensuite, le deuxième, vous ne le maîtrisez pas totalement, puisque la proximité de l'adresse par rapport au lieu de recherche, ça va dépendre de la position de l'utilisateur. Peut-être que je peux vous encourager à vous positionner de manière centrale dans la ville où vous vous trouvez. Et puis, le dernier point, c'est la catégorie principale de l'entreprise. Donc, il faudra faire des choix, des sacrifices et choisir finalement quelle est la catégorie qui vous convient ou qui vous représente le mieux.
ou celle que vous voulez développer, c'est ça. Ouais, en tout cas, il y a effectivement un vrai besoin d'attention sur le local parce que le SEO, vous n'êtes plus à convaincre et le GEO pratiquement localise la majorité de leurs réponses en tapant justement dans GMB, c'est central, c'est clair. Je te laisse terminer là-dessus. Oui, pardon. Si vos contenus ne disent rien de plus que ce qui existe déjà, les LLM n'en auront pas besoin. Je l'ai déjà dit avant. Le concept de duplication, il existe depuis aussi longtemps, je pense, que Google existe. Donc, on est sur pas loin de 30 ans, finalement, de bonnes pratiques. Voilà, focalisez-vous sur des contenus qui soient authentiques, exclusifs et finalement à haute valeur ajoutée. Et c'est certainement la garantie d'être bien repris par les LLM. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant sur la question de l'exclusivité des contenus. Je vous invite, après pendant, c'est comme vous voulez, le webinaire, faire un test sur Google Images. Tapez n'importe quel mot qui va vous afficher des images et regardez combien de fois vous avez la même photo. Je ne vais pas mettre ma main à couper, mais pas loin, vous ne retrouverez jamais la même image. Parfois, vous pouvez avoir des différences de contraste, de luminosité avec le même modèle. Mais voilà, c'est finalement ce que vous avez dans Google, ça va être la continuité dans les outils LLM. C'est comment donner l'information la plus unique et la plus différente possible pour offrir la réponse la plus satisfaisante à l'internaute. Et ça me fait une passerelle toute trouvée. Merci Morgane. Il nous reste 10 minutes, messieurs, hein, n'oubliez pas. Oui, tout à fait. On peut dépasser un peu. Ouais, vers le résumé de cette partie contenu. En 2020, pour les marketeurs, à propos du content marketing, il nous fallait plus de contenu. En 2022, il nous faut un meilleur contenu. En 2024, il nous faut du contenu généré par l'IA. Et en 2026, il nous faut du contenu que l'IA ne peut pas reproduire. Et je crois que c'était vraiment le sens du message que tu nous délivrais, Morgane. Sur la partie earned, et je vais accélérer, effectivement, on va essayer de tenir le timing. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ça la nouveauté. C'est ça, finalement, qui change avec le SEO, c'est que vous êtes obligé de travailler de façon coordonnée et synchronisée le owned et le earned. Et les médias représentent la source de légitimité des LLM. Tout simplement, aller au sommet de la pyramide du earned, les médias en tout cas, c'est vraiment eux qui, par leurs écrits et leur réputation, empêchent notamment des hallucinations. On va le voir dans un instant. Le earned, en fait, c'est avant tout les relations presse. C'est le levier essentiel. Et si on regarde cette étude de SimilarWeb qui a fait grand bruit en septembre 2025, elle nous montre en fait que l'essentiel des réponses des LLM, donc, qui viennent du earned, émanent des médias, que ce soit sur ChatGPT ou iMod, iOverview. Donc, on n'y échappe pas. Et ça encore, c'est une vraie nouveauté quand on est SEO. Et en fait, ce n'est pas le fruit du hasard, parce que pour éviter les hallucinations, pour apprendre plus vite avoir quelque chose de sensé dans ses réponses, finalement, OpenAI ou Mistral ou Perplexity ont passé des accords avec les principaux organes de presse. C'est ce que vous voyez matérialisé en bleu. OpenAI avec Le Monde en France, ou Mistral avec l'AFP en France toujours, ou Perplexity avec Le Monde en France encore une fois, permettent à la fois d'entraîner ces outils, mais aussi de les mettre en avant. Donc évidemment, si votre marque est reprise dans un des articles, elle est mise en avant, en tout cas pour ces médias qui l'autorisent, à l'intérieur des réponses d'OpenAI. Je voulais vous montrer deux exemples. Sofiap est l'un de nos clients, client RP, relations presse. Donc, relations presse classique. Ici, on n'achète pas d'articles. On est vraiment agence de relations presse. On crée l'événement autour d'une étude qui a été faite avec OpinionWay, donc du contenu de fond exclusif, avec des données exclusives, relayées par les journalistes. Et on a obtenu 125 retombées en 2025 et 115 en 2024, et la plupart en digital. Et en fait, sur la trentaine de prompts testés, on obtient quasi systématiquement une mention de la marque à l'intérieur des sources, jusqu'à 11 fois. Et ça, c'est directement le fruit des retombées des relations de presse. Voilà, donc ça a été
couronné de succès, clairement. D'ailleurs, on a eu un Semi Award en mars 2025 lors du SMX. Et deuxièmeavis.fr, on a Récidivier, où c'est une solution donc, pour obtenir un deuxième avis médical sur des pathologies, tout type de pathologies. Il y en a 800 qui sont couvertes. On a pris un échantillon de 75 questions à nouveau. Et là, on obtient, pareil, des taux de citation jusqu'à 12 sources par réponse. Et ça, en fait, c'est vraiment le fruit des retombées presse. Je vous ai mis quelques stats ici. 60 à 80 retombées presse par an depuis 2018. Donc, c'est ce qui permet vraiment de bâtir une autorité digitale forte. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et c'est vraiment, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais ça fonctionne extrêmement bien. 93% des questions informationnelles, comme demander un deuxième avis plus une pathologie, deuxième avis était systématiquement cité et le Graal même mentionné dans la réponse, et 78% pour des questions génériques comme comment faire pour avoir un deuxième avis médical. Donc évidemment, quand vous appelez en plus deuxièmeavis.fr, là c'est la cerise sur le cadeau, et le gâteau, je vais y arriver, et vous avez le triptyque gagnant, les contenus, les RP, le nom qui va bien, et ça fonctionne. Et j'ai envie de dire, c'est presque aussi simple que cela. Vous pouvez compléter les dispositifs par l'achat de présence, parce que tous les médias ne permettent pas aujourd'hui aux IA de crawler leur contenu, notamment en France, où il y a un bras de fer entre les médias représentés par le geste et Google notamment et ChatGPT. Mais évidemment, certains d'entre eux ouvrent quand même le crawl à ces outils pour la partie payante. C'est le cas de Prisma Media. Donc, si vous achetez une présence payée dans un des supports de Prisma Media, vous êtes crawlé par les IA génératives et vous pouvez vous retrouver dans les réponses. Donc, sous réserve de validation technique, on vérifie toujours avant, ça peut être un très bon complément, mais toujours un complément des relations presse classiques. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il existe des différences fondamentales entre les LLM, justement, entre la répartition du earned et du owned? Oui, il y en a, et comme au début du SEO, le earned est dominant, mais quelquefois le owned vient se rééquilibrer. Regardez par exemple dans cette étude universitaire qui a été faite par des universitaires de Toronto, sur des dizaines de millions de réponses. C'est probablement l'étude la plus solide que j'ai trouvée sur le sujet. Ici, le earned est représenté en bleu, le owned, c'est le vert, c'est brand, donc les résultats de la marque elle-même, et le social est séparé, comme je vous disais, des fois le earned est séparé du social. Sur GPT, c'est simple, c'est essentiellement du earned, ce qui se dit de votre marque, et un petit peu sur la phase informationnelle et beaucoup plus sur la phase transactionnelle, les résultats de la marque elle-même. Par contre, sur le milieu, la considération, c'est vraiment ce qui se dit de votre marque à l'extérieur. Et vous voyez, sur un overview, c'est beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc, il y a des vrais… mais ça, on l'audite et on vient le nuancer. Voilà. Je te repasse la parole sur le paid et puis on pourra conclure sur les aspects 6 et 7. Ouais, merci David. Je vais donc me focaliser sur la partie plus transactionnelle qui était sur la slide précédente, la troisième partie des diagrammes. N'en déplaise aux puristes, effectivement, le search, c'est aussi le paid. Et c'est intéressant de voir finalement comment Google se positionne, puisqu'on devait savoir que c'est à peu près 95%, 98%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, du chiffre d'affaires de Google qui sont générés par les revenus publicitaires de sa régie Google Ads. Ça me semblait intéressant, en fait, dans ce contexte-là, de vous rappeler que Google, aujourd'hui, c'est 35 milliards de bénéfices nets par trimestre, là où pendant ce temps, son principal challenger sur la partie LLM, c'est OpenAI avec 12 milliards de pertes par trimestre. Donc, il y a une espèce de déséquilibre qui s'organise où, effectivement, Google s'est pris un uppercut fin 2023, pardon. 22, ça passe très, très vite. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre puisque on voit que Gemini fonctionne de mieux en mieux, mais surtout qu'il y a une forme de continuité dans le parcours de réflexion et d'achat du client. Pour la faire très simple, dès qu'une requête est transactionnelle, Google désactive
peu ou prou lié à Overview. On avait vu, je crois que c'est 3% des requêtes, hein, David, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et je vous montre un peu le cas extrême qu'on peut avoir des pages qu'on peut connaître en France, mais qui seraient les mêmes finalement aux États-Unis ou dans n'importe quel site avec les Overview actifs. Et c'est un petit clin d'œil à Olivier Andrieux, que je ne sais pas pourquoi, on prenait toujours cette requête-là, tabouret de bar. Mais on comprend pourquoi, c'est qu'en fait, la partie shopping et paid, finalement transactionnelle, occupe une place telle que il faut quasiment trois écrans, on va dire 3 lignes de flottaison pour commencer à avoir apparaître du SEO dit classique. Donc, on a évidemment le shopping organique, mais le SEO tel qu'on le connaissait avec les 10 bons vieux liens bleus est un petit peu relégué. Si on peut passer à la slide suivante. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que en fait, Google aujourd'hui propose un arsenal très complet d'outils de communication payants qui viennent compléter toute l'incertitude que vous allez avoir sur le parcours dit informationnel avec les agents LLM pour vous permettre de vous concentrer sur les plateformes vers lesquelles ils renvoient. Donc là, on voit qu'il y a une cohérence complète puisque YouTube étant le plus cité, ça tombe bien, il y a une réponse sponsorisée qui vous permette de développer votre notoriété de marque, donc le awareness finalement, qui va vous permettre d'attirer l'attention du visiteur avec différents formats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notez bien qu'il y a 4 grandes étapes, c'est la notoriété, la considération, la conversion et puis la fidélisation. Le paid permet de faire ça aujourd'hui dans un contexte où Google reste très prudent et s'inscrit totalement dans une continuité. Le jour où il va commencer à intégrer du sponsorisé dans ses réponses générées par IA, c'est qu'il se sera assuré d'abord de la complète rentabilité du format. Donc, si je dois récapituler, bien qu'il soit aventuré de dresser une liste arrêtée pour ces critères SEO et Géo, je vous propose peut-être que David, tu reprennes la checklist ou qu'on la reprenne. Ouais, c'est toujours aventureux parce que c'est pas une science exacte et puis c'est pas aussi simple que ça. Mais on nous pose souvent la question, t'as pas quand même une checklist à nous donner? Alors voilà, on a fait l'exercice, on a reclassé Owned, Earned, UGC et Paid médias et on a listé les principaux critères, un peu comme une checklist. Est-ce qu'on remplit tous les éléments? Voilà, ça figurera dans l'article que l'on va rédiger. C'est toujours bien d'avoir ça sous le coude. On va attaquer le dernier point. Vous êtes toujours là. Décloisonner pour régner. En fait, et pour moi, c'est un des points les plus importants à vous délivrer ici et ce matin. Souvent, nos clients nous disent « mais qu'est-ce qui permet vraiment de réussir en géo ?» J'espère qu'on vous a convaincu que ce qui change vraiment, c'est l'aspect earned qui vient finalement compléter la partie owned sur lequel, comme nous a dit Morgane, la plupart du temps, ça n'est plus nouveau. Ça n'est pas nouveau, mais on ne peut pas transiger sur leur exhaustivité et sur le niveau de performance à atteindre. Et il faut vraiment jouer le jeu à fond. Mais ce qui change vraiment, pour moi, c'est de casser les silos entre les services, entre tous les contributeurs, les acteurs de la marque. Le rôle, c'est vraiment de travailler ensemble. Ici, c'est vraiment de réussir à coordonner les prises de parole de la marque. Et ça passe par des synergies entre tous ces acteurs de la marque. C'est le liant essentiel. C'est comme si tout le monde montait d'un cran et sortait de son silo. Le SEO pouvait travailler presque tout seul. Maintenant, tout le monde remonte d'un cran et se retrouve sur un même chapeau à travailler ensemble. Donc, digital marketing, commercial, product owner, même RH pour la marque employeur, IT et l'agence qui vient en prolongement de l'annonceur lui-même et de ses équipes avec un même objectif, une stratégie commune, mais des tactiques différentes selon les leviers. Choisir ses batailles, il faut bosser des thématiques ensemble avec des dispositifs coordonnés, encore une fois, un discours harmonisé. Et c'est ça qui est nouveau. C'est aussi simple que ça, mais à mettre en œuvre, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais c'est ça qui va faire la différence et qui va faire qu'on arrivera à faire infléchir la réponse et tout ce qu'on aura égrené sur la marque entre le owned et le earned. Et je crois que c'est Xavier qui, avant qu'on clôture, avant qu'on arrive à la conclusion. Avant qu'on passe à la feuille de route 2026, un rapide sondage avec tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui
Quel sera votre chantier prioritaire pour cette année? Est-ce que c'est rendre votre site interrogeable, travailler votre earned media, produire des contenus authentiques ou décloisonner vos équipes? C'est disponible dans le module sondage et je n'en dis pas plus pour qu'on gagne du temps. Vas-y, David. Allez, et on clôture par la mesure du succès et la conclusion. On va essayer de respecter le timing. Pour cette année, déjà bien entamée, vous l'avez compris, il faut jouer la cohabitation en réalité entre le SEO qui reste votre socle, les réseaux sociaux qui sont inévitables, c'est là où les gens passent le plus clair de leur temps, à se divertir, mais aussi à trouver de l'inspiration, et les IA génératives, vous l'avez compris, qui excellent dans les premières étapes du parcours d'achat. C'est là qu'il faut aller chercher la citation et le Graal, la mention, parce que ils font ce qui nous prenait un temps monstre en très peu de temps, ils viennent synthétiser. Donc l'internaute, qu'est-ce qu'il fait? Il va ensuite très souvent chercher les preuves sociales de votre marque sur les réseaux sociaux, et quoi qu'il en soit, terminer par une recherche sur votre marque dans Google pour accéder à votre site. En tout cas, pour le moment, c'est encore comme ça que ça fonctionne. On a un espèce de réflexe pavlovien d'aller systématiquement rechercher dans Chrome ou Safari par réflexe. Et comme ils sont directement connectés à ces navigateurs, on utilise le moteur par défaut comme une façon d'aller vérifier la marque et d'accéder comme une passerelle vers elle-même. C'est comme ça que ça cohabite aujourd'hui et c'est comme ça qu'il faut les entrevoir en 2026. Et bien sûr, Morgane nous l'a expliqué, le paid se situe à chaque étage en réalité. Et en complément, appuyez votre autorité de marque en dispositif payant sur différents niveaux, à travers différents formats. Et comme nous le disait Morgane, les possibilités d'IA créatives nous permettent de faire des choses assez incroyables tout au long de ce parcours, et très dynamique. Les nouveaux indicateurs, parce que Morgane nous l'a dit, on va perdre en trafic, c'est inévitable. On le voit outre-Atlantique, il nous le rappelait. Le trafic avec l'IA générative n'est plus le sujet. Et ça secoue les marketeurs que nous sommes, parce que ça fait 20 ans qu'on a des objectifs de trafic. Le sujet, il est désormais déporté sur la science de marque, vous l'avez compris, sur la mémorisation de votre marque dans une situation donnée. Et on ne vient plus mesurer la même chose. On vient mesurer des mentions et des citations de votre marque, mais par rapport à vos concurrents. Donc, un taux de visibilité. Et puis même, cette science dont on parlait, c'est la probabilité statistique que l'IA vous associe à son expertise dans la situation donnée. Et ça, c'est le chair of model. Et donc, les nouveaux outils qui sortent sur le marché viennent donner ces deux indicateurs. Et c'est ça qu'on va venir monitorer, très souvent agrémenté d'un sentiment associé à la mention et à la citation. Donc, ça c'est nouveau. Et alors, c'est nouveau pour les SEO, mais ce n'est pas du tout nouveau pour la communication, parce que pour le coup, c'est des préceptes bien connus quand on fait de la télé ou de l'affichage, tout simplement. Si on vient le mesurer, on va le mesurer avec des outils. Nous, on utilise keyword.com. On ne propose pas d'outils spécifiques à l'agence. Il n'y a pas de barrière à l'entrée technologique. Honnêtement, tout le monde peut sortir un outil. Mais à un moment donné, si vous voulez faire la différence, il y a quand même besoin de monter d'un cran. Et ça, c'est le lot de certains outils. Il y a une offre pléthorique. Les best in class, c'est Profound et Funnel. Pour démarrer, il y a Peak, Otterly, Botrank à Lyon. Il y en a plein d'autres en France. Les all-in-one, vous les connaissez, c'est SEMrush et Ahref. Et puis après, les très bons rapports qualité-prix, vous avez Keyword et Zipty. Voilà. Mais encore une fois, l'offre est pléthorique. Mais ces outils sont indispensables. Je pense que les all-in-one vont tirer leur épingle du jeu. Et certains best-in-class, il va y avoir un écrémage. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est assez facile. Le sujet, c'est quelle est la couche qu'on amène supplémentaire. Il y a des outils comme Gumshoe qui sont très intelligents et qui proposent justement de reprendre la méthodologie que nous montrait Morgane, c'est-à-dire des personas, des prompts liés à des personas, et ensuite on injecte tout ça dans ces outils, tout ça à partir de données que vous avez construites en amont. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez des outils, si vous les connaissez, si vous avez un avis sur ces outils. Ouais, c'est assez difficile de choisir parce que l'offre, encore une fois, elle est pléthorique, mais la plupart n'apportent pas de valeur ajoutée, sauf des Gumshoe, des Profound qui vont un peu plus loin, qui apportent une couche supplémentaire, encore une fois. Mais c'est encore le début.
votre feuille de route, allez, 3 axes majeurs à retenir de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Il faut passer de la destination, et ça fait mal, parce qu'on avait l'habitude d'avoir du trafic à la source, et il va falloir habituer votre dirigeant à lui dire que maintenant, il y aura moins de trafic, en tout cas pour la partie IA générative, et qu'on va venir chercher la science de marque, encore une fois. Morgane nous l'a dit, il faut l'infrastructure technique, la face immergée de l'iceberg pour être interrogeable par les agents IA. Et les données structurées et puis le temps de chargement restent et sont hyper importants. Hein. Si vous faites plus de 2 secondes, vous êtes écarté par ChatGPT d'emblée. Donc voilà, la messe est dite. Bâtir une digital brand authority, vous devez être associé à votre expertise et encore une fois, être hyper bon et résolutif sur votre site, comme nous l'a dit Morgane, et tenir votre réputation partout où on parle de vous. Vous pouvez influencer via votre agence de relations presse la réponse via les médias, mais ensuite bien faire votre travail pour qu'on parle bien de vous. Et ça se joue vraiment sur des endroits, des plateformes que vous ne maîtrisez pas nécessairement, même si vous pouvez aller, et il faut aller à la rencontre de vos cibles et vous immiscer dans les conversations en délivrant encore une fois du résolutif et en optant pour des contenus qui sont meilleurs que les autres. Comme nous le disait Morgane, si c'est pour redire ce qui existe déjà partout, les LLM, eux, ne font plus dans le détail, ils vous oublient, puisqu'ils ont déjà la réponse dans les données d'entraînement. Donc, il faut proposer de l'exclusif. Et ça, c'est difficile. Et enfin, piloté par la science, voilà, Chair of Model et puis Chair of Voice. Voilà, c'est des nouveaux indicateurs et orchestrer, casser les silos et travailler ensemble. Alors, ce n'est pas forcément très compliqué dans une PME ou dans une petite entreprise. C'est beaucoup moins évident dans une ETI ou dans un très grand groupe, mais il faut que tout le monde monte d'un cran. Et j'aime bien cette idée que dans un monde qui nous inonde d'IA, et aussi pour le bien et pas que pour le pire, eh bien, il faut remettre l'humain au centre pour travailler ensemble et délivrer la meilleure réponse à d'autres utilisateurs humains qui attendent quelque chose d'authentique. C'était mon dernier mot. C'était une très belle conclusion. Merci David. C'est pas fini, on va répondre à vos questions. Il y en a quelques-unes, vous pouvez encore les poser. Donc nous sommes l'agence WAM. Nous travaillons l'autorité digitale des marques pour qui on travaille, en mettant en place un collectif sur mesure pour travailler différentes expertises. Vous l'avez compris, le GEO, le SEO, la partie contenu, la création de sites. Sur le dernier sondage, plus de 40% des gens pensent travailler en priorité son site pour le rendre interrogeable. Donc Morgane, le message est passé, bravo. Parfait. Et on travaille aussi les stratégies paid, en tout cas tous les leviers, les relations presse pour travailler votre autorité digitale. On est basé à Lyon, à Mulhouse, on a plus de 18 ans d'expérience. On travaille pour 250 clients actifs, vous avez devant. Et moi, c'est 2 chiffres que j'aime bien, c'est le 7 ans d'âge moyen de nos clients chez nous, qui nous sont très fidèles et qui sont aussi plutôt satisfaits. Ça, c'est le 8,4 sur 10, c'est la note de satisfaction de nos clients en 2025. Voilà. Merci à tous. On va passer aux questions. Il y en a pas mal. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin de travailler votre géo, on peut faire des audits géo. On appelle ça le POC géo chez nous. On vous enverra un lien s'il faut. J'espère qu'on a été assez clair pour vous. Plus de 50% des gens au début pour le premier sondage pensent que c'est un sujet majeur, mais encore très flou opérationnellement. Donc, on espère qu'on a répondu et qu'on vous a ouvert un peu plus, qu'on a été plus clair. Je pense que oui, mais est-ce que je suis assez objectif pour dire ça? Alors, première question, Virginie, concernant l'ordre. Alors ça, c'était les toutes premières slides concernant l'ordre des recherches. Avez-vous la répartition par tranche d'âge? Ça, c'était dans tes premières slides, David. Je sais pas si tu avais les chiffres par tranche d'âge. Si on les retrouve, peut-être qu'on pourra vous les envoyer. Oui, tout à fait. Alors là, c'était sur cette partie-là. Ouais, je pense. Absolument. Eh ben, on va vous envoyer le lien de l'étude McKinsey. Et en effet, il y a bien une distinction par âge. Et la Gen Z est évidemment celle qui est la plus avancée. Les 2 tiers
de la Gen Z utilisent en fait ces outils au quotidien et préfèrent même, et c'est le sens de cette slide, hein, préfèrent même dans les phases justement de découverte, de considération et de comparaison l'IA générative au moteur classique. Oui, tout à fait. Et c'est bien une statistique qui est à l'intérieur de ce rapport. Très bien. Justine, est-ce que les posts LinkedIn faits sur une page entreprise peuvent être repris par les IA, ChatGPT, etc. Et on avait une deuxième question sur LinkedIn de Justine toujours. Est-ce que la vidéo sur les posts LinkedIn est aussi favorisée? Car en B2B, par exemple, Ouais, Instagram et TikTok ne sont pas, ouais. des leviers. Ouais, tout à fait. C'est une super question. Perplexity, pour le coup, met bien en avant la partie Pulse, donc article de LinkedIn. Je ne sais pas spontanément, j'ai pas la réponse et je préfère pas vous dire de bêtises par rapport à la vidéo dans MBD, dans LinkedIn, mais c'est probable qu'elle ressorte. En tout cas, YouTube, vous l'avez compris, quoi qu'il en soit, il faut la dupliquer dans YouTube parce que c'est ça qui va être favorisé. Mais LinkedIn ressort bien sur Perplexity. Sur ChatGPT, je suppose que ça fonctionne bien, mais j'ai pas, enfin, je vois que ça ressort un petit peu. Oui, sur la partie Pulse aussi et la partie visible des posts. Mais Gemini aussi, on peut en avoir quelques-uns et AI Overview. Mais là où je l'ai vu le plus et là où c'est très clair, c'est Perplexity. Carrément, là, pour le coup, il vient vraiment piocher dedans. Et la partie Pulse, hein, pour préciser, c'est quand vous faites soit une newsletter, soit Oui, vous créez un article, ça vous fait un lien vers oui. sur Pulse qui est effectivement référençable, qui est référencé sur Google, Et etc. sur la partie B2C, je vais vous étonner, mais Facebook aide à ressortir. Hein. Donc, c'est fou, en fait. Hein, j'y croyais pas, mais Facebook peut aider. Voilà. Sur la partie B2C, Ouais, B2B. ouais, Ok. B2C. Dans ChatGPT, Perplexity, vous pouvez retrouver, même iOverview, vous pouvez retrouver du Facebook, mais ChatGPT et Perplexity, clairement. Alors, on a une longue question de Théo qui se pose une vraie question sur le passage du SEO au GEO pour une entreprise avec une notoriété limitée. Exemple, un éditeur ERP. Est-ce qu'on ne va pas devoir produire des contenus beaucoup plus précis, même sur des requêtes avec quasi zéro volume en SEO Hmm. classique? Exemple, ERP Retail, il dit volume existant, mais ERP pour une PME du retail dans un sous-secteur très spécifique, presque aucune recherche en SEO. On aurait tendance à écarter ce sujet. En GEO, LLM. Au contraire, j'ai l'impression que ce type de contenu ultra ciblé peut devenir stratégique parce qu'il répond exactement à une question très précise et peut être Oui, repris dans les réponses. Donc, ouais, ma ouais. question, est-ce que demain, il faudra assumer une stratégie de contenu longue traîne extrême? Oui, oui, clairement. Morgane nous le disait tout à l'heure, il y a un phénomène, hein, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de créer du contenu et avec l'IA. Et ce n'est pas un problème de le créer avec l'IA. Le problème, c'est d'avoir les bons ingrédients à l'intérieur qui ne sont pas disponibles ailleurs. Ils sont où ces éléments? Ils sont dans l'entreprise, en fait. L'expertise, c'est l'entreprise qui l'a. Il faut la ressortir dans les contenus et c'est comme ça que vous allez faire la différence. Moi, je suis complètement d'accord avec Théo, hein, c'est ça, qui nous décrit les choses. Oui, il va falloir, même sur et encore plus sur de la niche, montrer vraiment patte blanche et montrer l'expertise. Et ça passe par, effectivement, même s'il n'y a pas trop de volume, mais que vous êtes expert et que vous, dans une situation particulière, vous avez la solution, vous devez la donner. On travaille, alors par principe, je ne vais pas donner le nom, mais on travaille dans un domaine B2B avec un éditeur d'une solution je ne vais pas en dire plus que ça, dans le B2B, peu importe, mais dans le software. Et pour le coup, c'est exactement ça. C'est un petit nombre d'offreurs, mais par contre, les situations sont hyper précises. Et c'est comme ça qu'on arrive à ressortir en réalité. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque. Amandine, comment une PMI très spécifique dont les cibles sont dans le monde entier peut-elle faire du earn ou du paid avec un budget contraint? Il faut choisir ses batailles. Il faut choisir ses batailles, ça veut dire qu'on ne peut pas être partout. Tout à l'heure, Morgane nous donnait des éléments qui peuvent être basiques. Choisir les personas et identifier les demandes par persona. Vous allez me dire, super, merci Morgane, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais par contre, quand on le fait bien, on le fait avec des données portefeuille. Et les données portefeuille, ça aide à prendre des décisions, à choisir ses batailles. Donc, à savoir, finalement, de quoi est composé votre portefeuille client
Et là où est le chiffre d'affaires et la marge pour vous? Vous avez probablement des personas et une offre, enfin un nombre pléthorique de demandes différents. La réalité, c'est qu'il faut aller là où c'est le plus intéressant pour vous, dans chaque pays ou dans le pays qui rapporte le plus et faire vos tests. En fait, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients avec une méthodologie et c'est pour ça qu'on l'appelle POC d'ailleurs, parce qu'on vient tester, on vient émettre des hypothèses, aller les vérifier. Donc d'abord en faisant l'audit et ensuite en faisant un plan d'action et en le mettant en œuvre. Et une fois qu'on a trouvé comment ça fonctionnait, on peut le déployer un petit peu plus largement. Mais il faut choisir ses batailles parce qu'on ne peut pas être partout. Et il vaut mieux commencer petit et ensuite élargir. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être partout et ça peut forcément coûter un petit peu cher. Mais par contre, on peut avoir des résultats probants. Ça, c'est important de le dire. Je peux juste compléter sur la partie paid. Bien sûr. C'est un avis tranché, voire personnel, mais même s'il est partagé par plusieurs personnes de la profession, mais l'idée, c'est de quand même se dire que, notamment dans le cas de Google Ads, ce n'est pas un outil exploratoire, c'est-à-dire qu'il est là pour développer ce qui marche déjà. Donc, j'ai envie de vous dire, regardez dans votre activité ce qui fait vivre la boutique, ce qui vous permet de vous développer. Et si vous deviez choisir vos batailles, justement, comme disait David, je me focaliserais sur ce qui marche déjà pour le rendre encore plus visible. J'ai encore, pas plus tard que ce week-end, j'ai vu un client qui avait, je crois, quelque chose comme un taux de clic de 1% en SEO avec une position moyenne à 5, mais dans un environnement de page complètement saturé. Et en fait, grâce au paid, il récupère un taux de clic sur des expressions équivalentes ou égales de 10%. Donc, c'est la prédominance du paid qui fait que Google l'a bien compris, nous oblige à investir sur ces plateformes, sur ces régies pub. Donc, si vous devez investir, investissez là où vous êtes déjà les meilleurs. Ouais, ça me paraît bien. Et puis, je veux, pour terminer peut-être la réponse, je veux aussi encore insister sur le caractère exploratoire du géo. Il y a encore plein de… On ne peut pas se dire expert du géo aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir cette sincérité. Tout évolue très, très vite. Vous avez vu que les parts de marché évoluent vite, la technologie évolue vite, les pratiques évoluent vite. C'est pour ça qu'on appelle ça humblement le POC géo. On a des résultats et j'espère qu'on vous l'a montré, mais il faut aller faire le chemin ensemble dans votre secteur. Donc, il vaut mieux commencer par un chemin, effectivement, là où peut-être vous êtes déjà le meilleur et là où on est certain que vous allez trouver une légitimité et puis après étendre le travail. Voilà, dans ce sens-là. Catherine, outil gratuit, entre parenthèses, pour mesurer le SOV et le SOM manuellement, comment on fait? Les deux indicateurs, David, dont tu nous donnais à la fin, Ouais. comment on les mesure? En fait, ils sont donnés directement par les outils eux-mêmes. C'est-à-dire que, du coup typiquement, on peut revenir un peu dessus, mais on était sur, par exemple, tous ceux qui sont affichés ici vous donnent en fait les mentions, les citations, et par rapport au nombre de prompts que vous avez testés. Si, par exemple, ils sont payants ceux-là. La question était sur la partie gratuite, il n'y a pas d'outil gratuit. Ouais, alors il en existe peut-être des gratuits. Je sais par exemple qu'un Gumshoe, il est américain. Alors désolé, il y en a des Français, il y en a plein, des Français. Vous pouvez retrouver ça sur abondance.com. Ils les ont, je crois, tous listés. Mais ici, c'était un benchmark d'outre-Atlantique. Et il y a des Européens néanmoins, comme PIC qui est allemand. Mais Gumshoe, par exemple, a une première partie qui est gratuite, que vous pouvez tester avec quelques requêtes chaque jour. Et vous allez avoir déjà quelques données. Il y a quelques données qui sont données gratuitement par SEMrush aussi, ou alors dans le cadre de l'abonnement que vous avez déjà avec SEMrush. Voilà, après, je ne connais pas forcément d'outils gratuits, mais effectivement, et c'est le problème, c'est que l'offre est pléthorique et les outils ne sont pas forcément donnés. Alors, Botrank n'est pas très cher, le lyonnais. Keyword n'est pas très cher. Après, Profound, c'est costaud, c'est du $400 par mois, mais par contre, ça produit plein d'autres choses. Voilà. Puis on avait fait un article aussi sur les outils géo que je vous ai partagé et que je vous repartagerai si besoin. Virginie, vous aviez dit que Google était encore largement utilisé. Je me pose la question quant à l'âge des 20-30 ans.
Ouais, c'est une bonne question. Mais en fait, tout le monde ne passe pas à Google. À la fin des fins, tout le monde ne passe pas à Google. Je vais vous donner un exemple qui ne fait pas forcément généralité, mais c'est ce qu'on lit partout quand même. Vous pouvez demander autour de vous. J'étais à un barcamp, j'ai posé la question, qui c'est qui continue à utiliser Google malgré les réseaux sociaux, malgré finalement dans le parcours de recherche, ces outils-là, les IA génératives. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole à la fin et qui dit, bon, ben voilà, moi j'ai 22 ans et je vais vous dire comment j'utilise ces outils, et confirmer exactement ce qu'on avait théorisé et compris finalement à travers nos recherches. C'est que très souvent, on va découvrir des choses sur les réseaux sociaux, ça va nous faire poser des questions, on va sur ChatGPT, puis on revient sur les réseaux sociaux, on fait un screen, on le remet dans ChatGPT, et une fois qu'on l'a mis dans ChatGPT et qu'on a à peu près identifié le sujet, qu'on a compris quels étaient les acteurs, identifié les produits ou les services, bah à la fin, on va quand même vérifier sur Google. Ça, c'est étonnant. Et quel que soit l'âge, ça, c'est assez étonnant. Alors, bien sûr, il y en a peut-être qui commencent à ne plus utiliser Google, mais dans la plupart des cas, ça passe quand même encore par là. C'est pas vrai pour aller découvrir un lieu où s'ambiancer, ou aller au resto, etc., parce qu'on préfère aller sur Instagram pour aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Mais pour le reste, on passe quand même par Google, et de loin. Donc, il y a encore ce réflexe-là, quoi. Merci David. On a beaucoup de questions, vous le voyez, et les gens sont encore là. Donc, Mathieu qui nous dit, pensez-vous qu'il y a un impact à avoir des pages type site.llm? Je ne connaissais pas ces pages type site.llm. Je suis pas sûr. Eh ben, moi non plus. Ou c'est une référence au fichier LLM? Bah, je me pose la question aussi. Après, je veux bien que Mathieu précise, parce que le LLM TXT, finalement, c'est le robot TXT, mais il n'est pas pris en compte aujourd'hui. Donc, on peut s'amuser à tester des choses, mais ça ne donne pas grand-chose. Il y a la question du Markdown, qui est, puisque mon site est une usine à gaz et que le code HTML est très compliqué, il y a Cloudflare qui a lancé une offre et qui consiste à créer un HTML simplifié, on va le schématiser comme ça, beaucoup plus sémantique, et qui nécessite beaucoup moins d'énergie pour les agents IA pour décortiquer ce qui va se trouver à l'intérieur de chaque page. Ça fonctionne, mais ça ne confère pas véritablement, en tout cas les premières études qu'on a vues en interne montrent que ça ne confère pas nécessairement davantage pour apparaître mieux dans les réponses des LLM. Et si c'est en dehors de ces clous-là, je ne connais pas la pratique. Voilà. Et voilà. Mais sinon, je veux bien en savoir plus. Bah, j'ai pas de. Non, Mathieu est peut-être parti. Je n'ai pas je ne sais pas plus. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a fini. Il y a juste une dernière que tu n'as pas abordée qui me semblait quand même intéressante, si jamais c'est pas trop tard. Le blogging est-il mort, avec un parallèle sur la presse. C'est un peu une grosse ouverture, mais c'est quand même intéressant. Peut-être que David, tu veux te risquer. Est-ce que le blogging est mort? Ben non, au contraire. C'est le contraire. Au contraire. Quand on voit les réponses owned apparaître dans ChatGPT ou AI Overview, je vais essayer de vous remontrer la slide. Je vais vous montrer ça parce que voilà, ça veut dire qu'on doit réouvrir nos Skyblogs? En fait, quand vous voyez la partie bleue, Business and Services, dans 11,4% pour ChatGPT et 5% pour iMode, par exemple, en fait, ça, c'est le résultat owned. Okay, voilà, il y a aussi Consumer and Service qui vient s'ajouter. Hein, c'est la partie grise qui vient en complément, ou la partie violette également. Donc, tout ça s'additionne pour faire le owned. Et en fait, ce que l'on voit, d'ailleurs, je vais même vous donner un autre exemple. Là, on répond en ce moment à une consultation sur un audit dans le domaine de l'automobile. Et en fait, dans le domaine de l'automobile, il y a énormément les relations presse, c'est vrai, mais il y a aussi énormément de contenu émanant de blogs spécialistes. Et dans cette verticale-là, les blogs de marques qui prennent le temps d'expliquer de façon experte
comment fonctionne tel véhicule, est-ce qu'il sera adapté à tel mode de consommation, de conduite, etc. En fait, les blogs ressortent super bien. Et ça revient à ce que nous disait Théo tout à l'heure sur la partie B2B. Si vous êtes un hyper spécialiste, et ce que nous rappelait Morgane, et que derrière, vous êtes résolutif, mais en fait, le blog est l'endroit parfait pour aller préempter et influencer la réponse et préempter la thématique. Donc non, au contraire. Au contraire, avoir un blog sur votre site en sous-domaine ou en répertoire qui est un hyper expert de votre domaine, c'est génial. Mais par contre, il faut être vraiment expert. Si c'est pour dire la même chose qui se retrouve ailleurs et faire la synthèse en moins bien, je suis un peu direct, hein, que ce que peut faire l'IA générative, passez votre chemin. Et c'est la dureté du géo. Il vaut mieux en faire moins, mais en faire mieux, qu'essayer de redire ce qui existe déjà ailleurs, parce que pour le coup, ça, c'est peine perdue. Donc non, le blog est au contraire, il y a un petit retour de hype, à condition que ce soit bien fait. Parfait. Merci. Désolé, Alix, hein, j'étais passé à côté de la question. Merci, Morgane, pour ton aide. Là, je crois que je n'ai rien oublié. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser votre avis en partant sur Webikeo. C'est important pour nous, pour nous améliorer. Et on vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire qu'on n'a pas encore calé. On n'a pas encore calé le sujet, mais il y en aura d'autres. Promis. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On est là. On a aussi une newsletter qu'on appelle la WAMletter qui vous permet d'être au courant tous les mois de nos événements, nos actualités, des sujets qu'on traite au quotidien et que vous traitez, qui peut aussi vous intéresser. Je vous envoie le lien en commentaire si vous voulez vous inscrire. On fait aussi des WAMcasts sur vos plateformes de streaming préférées, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Deezer, peu importe. Mais tous les mois aussi, on fait des podcasts sur les sujets qui vous intéressent du marketing digital. Merci David, merci Morgane. C'était très bon, on a complètement dépassé le timing, mais apparemment ça a intéressé les gens, donc il fallait le faire. Top. Bravo. Merci Xavier et merci Morgane. C'était au top. Merci à tout le monde. C'était ton premier webinaire, Morgane. Oui, c'est vrai. Bravo. Mieux vaut tard que jamais. Allez, à très bientôt. Bonne journée à tous. Salut. Merci. Au revoir tout le monde, bon appétit.